Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration fascinante de la théorie de l'évolution. On a plongé dans pas mal de documents et l'idée qui ressort, c'est cette connexion incroyable entre tout le vivant. On remonte tous à un ancêtre commun, Lucas. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu les mécanismes derrière tout ça. Exactement. Comment ça marche, l'évolution? Pas l'origine de la vie elle-même, hein, ça c'est une autre histoire, la biogénèse. Voilà, on se concentre sur le comment la vie évolue. Et ce qui est frappant, c'est que ça tient au fond à trois choses assez simples. Ah oui, lesquels? D'abord, il faut pouvoir se reproduire et transmettre ses caractéristiques, l'hérédité quoi. Logique? Ensuite, il faut qu'il y ait des petites différences qui apparaissent, des variations entre les parents et les enfants, entre les individus. Ok, la variation? Et troisièmement, il y a la sélection naturelle, c'est-à-dire que l'environnement, au sens large, va favoriser certains individus avec certaines variations. D'accord. Hérédité, variation, sélection. Et c'est la répétition de ce cycle. C'est ça. Répété des milliards et des milliards de fois sur des temps géologiques. C'est ça qui donne l'adaptation, la complexité, toute la diversité qu'on voit. Et quand on parle de temps, ça donne le vertige. Lucas, c'était il y a quoi, 3,5 ou 4 milliards d'années? Quelque chose comme ça, oui. Et l'arbre généalogique qui en découle est inimaginable. J'ai vu cette analogie de la feuille de papier. Si on prend juste la branche animale depuis 1 milliard d'années, la feuille ferait 3 fois la hauteur de la Terre. C'est fou, hein? Et en largeur. 1 milliard de fois plus grande. Et ça, c'est juste les animaux. Ça remet les choses en perspective. Et dire que plus de 99% des espèces qui ont existé ont disparu, l'extinction fait vraiment partie du jeu. Complètement. L'arbre est constamment élagué, en quelque sorte. Il y a eu des moments de foisonnement, comme l'explosion cambrienne. Ah oui, cette période où plein de formes animales sont apparues assez soudainement, il y a environ 540 millions d'années. Voilà. Et puis des extinctions massives, comme celle des dinosaures. Tout ça, on le voit dans les fossiles, mais aussi et de plus en plus dans nos gènes. La génétique confirme ces liens. Alors revenons sur la variation. D'où elle vient exactement? On pense souvent aux mutations, genre à cause des radiations. Oui, ça en fait partie, mais il y a aussi, et peut-être surtout, les petites erreurs de copie quand l'ADN se réplique. Des oublis, des ajouts, des duplications. C'est presque inévitable. Et la reproduction sexuée aussi, j'imagine. Voilà. Le brassage des gènes des deux parents. Exactement. C'est une source énorme de nouvelles combinaisons. Mais le point crucial, c'est que tout ça, ça arrive au hasard. Il n'y a pas d'intention, pas de but derrière ces variations. C'est parfois dur à saisir ça. Le hasard crée les options en quelque sorte. C'est ça. Le hasard fournit la matière première. Par contre, la sélection, elle, n'est pas aléatoire du tout. Ah, Non, la sélection, c'est un tri. C'est l'environnement, le climat, le terrain, les prédateurs, les proies et même les autres membres de son espèce, qui va déterminer quelles variations sont avantageuses ici et maintenant. donc c'est moins la survie du plus apte Que la reproduction différentielle, qui laisse le plus de descendants capables de se reproduire à leur tour. C'est ça la question clé. Différence énorme sur le long terme. L'exemple de l'oiseau avec un bec juste 1% plus efficace. Oui, c'est frappant, hein. Ce petit 1% sur des milliers de générations, ça peut finir par concerner toute la population. C'est un processus exponentiel. Ça montre la puissance des petits gains cumulés. On arrive même à le voir, en quelque sorte, avec des simulations sur ordinateur. Ah oui? Comment ça marche? On crée des petits organismes virtuels, très simples, avec un génome qu'on peut faire varier. On les met dans un environnement simulé, en 2D par exemple, avec de la gravité. D'accord. On les laisse vivre, se déplacer. Puis on sélectionne ceux qui ont le mieux réussi une tâche, comme aller le plus loin. On les fait se reproduire, en introduisant des variations aléatoires dans leur génome virtuel, et on recommence le cycle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est fascinant, hein. Sans avoir programmé de pattes, de nageoires ou quoi que ce soit, on voit émerger spontanément des formes et des stratégies de déplacement super efficaces. Des sortes de sauteurs, des bipèdes, des onduleurs, des trucs qui ressemblent à ce qu'on voit dans la nature. incroyable. Juste par variation aléatoire et sélection basée sur une tâche simple. Tout à fait, ça montre bien comment la complexité peut naître de règles simples répétées. Et ça souligne aussi le rôle de l'environnement, qui n'est pas juste un décor passif. Exactement, l'environnement inclut les autres êtres vivants. Et ça mène à des choses comme la sélection sexuelle, le fameux exemple du crabe avec sa grosse pince. Oui. Au début, peut-être que la pince un peu plus grosse donnait un petit avantage pour se battre ou manipuler quelque chose, mais si pour une raison ou une autre, les femelles commencent à préférer les mâles avec de grosses pinces, Parce que c'est un signe de force ou de bon gène peut-être. voilà.
Alors la sélection va pousser vers des pinces encore plus grosses, même si ça devient un handicap pour autre chose, si c'est trop lourd ou encombrant. Donc les préférences des partenaires deviennent une force de sélection majeure, l'environnement social, quoi. C'est tout à fait ça. C'est une boucle de rétroaction. Et parfois, un trait sélectionné pour la séduction peut même trouver une nouvelle utilité plus tard. On pense que c'est peut-être arrivé pour les plumes des oiseaux. D'abord pour parader, puis pour voler. C'est une perspective intéressante. Une autre façon de voir les choses mentionnée dans les sources, c'est celle du gène égoïste. Cherche à se répliquer le plus possible. L'individu n'est qu'un véhicule. Ça change tout. Et ça expliquerait des comportements comme l'altruisme envers ses proches. Exactement. C'est la sélection de parentèle. Si j'aide mon frère ou ma sœur, qui partagent une partie de mes gènes, j'aide indirectement mes propres gènes à se propager, même si ça me coûte quelque chose personnellement. Logique, vu comme ça. Il y a même des exemples extrêmes, comme chez cette fourmi de feu Solenopsis invicta. Il y a un gène, le GP9. Oui. Ce gène donne une odeur particulière à la reine qui le porte, et il pousse aussi les ouvrières porteuses de ce gène à reconnaître et tuer les reines qui ne l'ont pas. Quoi? Les ouvrières tuent certaines reines? Oui. Même si les ouvrières ne se reproduisent pas elles-mêmes, elles assurent la survie et la propagation de leur version du gène GP9 dans la colonie en éliminant la concurrence. C'est le gène qui gagne en quelque sorte. C'est assez impitoyable comme stratégie, vu de notre point de vue. Ça montre que l'évolution peut produire des solutions vraiment surprenantes. C'est un processus d'optimisation incroyablement puissant, basé sur ce duo hasard et nécessité. Et les preuves sont là à multiples. Oui, on pense souvent aux fossiles, mais il n'y a pas que ça. Non, loin de là. Il y a l'anatomie comparée, l'embryologie, la biogéographie, la répartition des espèces, l'évolution qu'on observe en direct chez les bactéries ou les insectes, et bien sûr la génétique qui confirme tout ça de façon éclatante. Donc, pour résumer, des règles simples, se copier, faire des erreurs au hasard et être trié par l'environnement. Et paf, ça donne toute la richesse du vivant. C'est à peu près ça. Un algorithme simple, mais qui tourne depuis des milliards d'années. Ce qui amène peut-être une dernière pensée, un peu pour ouvrir la discussion. Si ce processus façonne si bien les corps, les instincts, les stratégies de survie face à des environnements complexes, y compris sociaux, Oui. jusqu'où est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça pourrait aussi sculpter des stratégies comportementales très fines, voire influencer ce qu'on perçoit comme nos intuitions morales? Juste une question, comme ça. C'est une question vertigineuse et un champ de recherche immense et débattu. Ça laisse matière à réflexion, c'est sûr.